Courtoisie. Bonsoir. Alors j'étais en train de demander à Jean Raspail s'il serait des nôtres le 7 novembre, et il me répond que oui, bien entendu, il sera des nôtres pour à mesure où Serge Becquet, je viens de me l'apprendre. Ben voilà. Il faut dire que j'étais absent, ça fait un mois et demi. Si vous n'écoutez pas la radio, mon cher maître, comment voulez-vous Je dis mon cher maître, non pas que vous soyez avocat, mais parce que vous êtes un écrivain, et les écrivains ont droit à ce beau titre. Oui, non, pas ça avec moi. Bon. Alors donc, le 7 novembre, alors, je vous dis tout, puisque vous n'étiez pas au courant. Ouais. Le 7 novembre, c'est le 4e anniversaire de la première émission en direct de Radio Courtoisie. C'est l'anniversaire également, enfin c'est plutôt la 4e fête de la francophonie. Et comme tous les ans, le 7 novembre, nous ferons un grand dîner à la Mutualité. Avec probablement, comme tous les ans, plus de 1000 personnes. Enfin, je dis plus de 1000 personnes, c'est pas vrai, parce qu'en réalité, on peut pas faire entrer plus de 1000 personnes. Donc il y a 1000 personnes, à moins de s'asseoir sur les épaules les uns des autres, les genoux. Et donc, si vous voulez dîner, je dirais pas aux côtés de Jean Raspail, parce qu'il n'a que 2 côtés, il peut pas héberger 998 personnes autour de lui, ou 999, mais enfin, en même temps que Jean Raspail et que plusieurs autres personnalités amies de cette radio, eh bien, vous êtes conviés, chers amis auditeurs, à venir à ce dîner, je le répète, le 7 novembre. Le prix du couvert est de 250 francs, 200 francs pour les adhérents, comme quoi vous avez tout à fait avantage à être adhérent, puisque l'adhésion est minimum 200 francs. Il y a un dîner par an, qui vous fait économiser 50 francs. Vous voyez, l'avantage de l'affaire. Enfin, bon. Mais l'autre avantage de l'adhésion, c'est que ça permet à cette radio d'exister, car comme vous le savez, elle ne vit que de la générosité de ses adhérents. Et il vous est demandé de réserver le plus tôt possible, c'est-à-dire il vous reste 15 jours pour réserver, mais ça serait bien si vous le faisiez le plus vite possible. Si vous le fissiez. Bravo, Victoria. Et heureusement que c'est pas vous qui avez écrit les dialogues du film, parce qu'on l'a revu, Victoria. Vous avez vu ça, Maître Valran de Saint-Just? Oui, bien. Vous avez regardé la télévision, l'enfance d'une reine, les jeunes années d'une reine. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle était jolie. C'était dimanche soir. C'était dimanche soir. C'est un ravissement. Jean Raspail, vous n'avez pas regardé, vous regardez pas la télévision. Non, je me donnais moi-même en spectacle ce jour-là. Ah, c'est vrai que vous faisiez une tournée de... Bien sûr, je donne quelques conférences, même beaucoup au mois d'octobre, et voilà. Mais vous allez en faire dans la région parisienne? Non. Et en Normandie? Non plus. Alors, c'est pas la peine de venir parler sur cette radio si vous ne donnez pas à nos auditeurs de Chartres, du Mans, de Cherbourg, de Caen et du Havre et de Paris le bonheur d'aller voir vos conférences qui sont admirables. Je le dis comme je le pense. C'est Venise? Non, pas encore. Pas encore, toujours pas. Nice, c'est l'an prochain. On attend ça avec impatience. Alors, en attendant, donc, le 7 novembre, dîner de Radio Courtoisie à la Mutualité. Je vous le rappelle, je considérerais comme une offense personnelle que vous ne vinciez pas. Tac. Très joli. S'il était superbement placé. Est-ce que Ferré est là? Non, il écoute. Parce que vu les subjonctifs que vous envoyez cet après-midi... Je lui ai promis, depuis la création de cette radio, il y a 4 ans, le 7 novembre 1987, j'ai promis solennellement de faire au moins un imparfait du subjonctif dans chaque émission, parce que, comme le dit la sagesse populaire, je sais plus ce qu'elle dit d'ailleurs à propos de l'imparfait du subjonctif, mais il y a une histoire d'imbécile là-dedans. Les imbéciles n'aiment pas les imparfaits du subjonctif, ou quelque chose comme ça. Alors, Jean Raspail, je n'ai pas demandé de venir pour écouter mes bêtises, mais parce que vous êtes l'auteur d'un beau livre dont vous avez déjà parlé dans l'émission de Pierre de Bréritsen ce matin, ce qui fait que ce jour est un petit peu une journée Raspail à la radio Courtoisie. Bon, il faut dire que les radios périphériques arrivent à faire des journées avec des chanteurs, avec des Johnny Hallyday et des gens comme ça. Ah, c'était Bedos tout ces temps-ci. Oui, on a eu les journées Bedos. C'est un mot que je ne prononce jamais, mais en tout cas pas à table. Oui. Et par conséquent, je n'en dirai pas plus. Mais alors donc, si on fait une journée avec le nom que vous venez de citer, on peut certainement aussi faire peut-être une semaine même avec Jean Raspail, sans fatiguer l'auditeur. J'espère que je ne vais pas redonder avec l'émission de Pierre de Bréritsen, que malheureusement je n'ai pas pu écouter ce matin, mais au moins on ne pourra pas m'accuser d'avoir copié. Plus que du livre qui se défend très très bien tout seul, il y a 2 grands livres cette année, si vous me permettez de le dire, je crois. Il y a le vôtre, et puis le livre de Pierre Moustier. On dit, j'ai pas encore lu le livre. Un si bel orage. Et que j'ai lu il y a... pas 3 jours. J'ai pris il y a 3 jours, je l'avais sur ma table depuis un moment. Et comme Pierre Moustier m'avait téléphoné comme ça pour me donner un petit signe d'amitié,
J'ai eu un peu honte de ne pas avoir lu son livre, je me suis jeté dedans et je l'ai dévoré en une nuit. C'est une merveille. C'est un petit joyau. Et curieusement, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est la qualité des auteurs, la qualité d'homme des auteurs. Curieusement, on retrouve les mêmes émotions par moments, cette espèce comment dirais-je, d'amour profond, d'amour, je dirais même dévorant de la vie. Et donc c'est 2 livres à lire. Il y a une libraire, et même plusieurs libraires, qui m'ont écrit et qui m'ont dit, je vous cite ça comme je l'ai reçu, hein, c'est pas pour nous donner des gants, un moustier à moi, mais qui m'ont dit, il n'y a que 2 livres cette année, il y a le moustier et vous, et heureusement que vous êtes là. Enfin voilà, c'est des libraires que je connais ni d'Ève ni d'Adam d'ailleurs, qui m'écrivent spontanément, et j'ai pas pu lire le livre de Moustier parce que j'avais pas le temps tout ce mois-ci, mais je vais me précipiter dessus. Oui. C'est vraiment une merveille, parce que la langue est splendide aussi. Enfin, c'est trop bien, il n'aura pas de prix. Non, il n'aura pas de prix, c'est évident. Et quand même sur la liste des Goncourt. Hein. Oui. Ça, on lui a fait un coup de chapeau quand même. S'il avait le Goncourt, ça serait la fin du Goncourt. Le Goncourt, il a déjà été décerné au mois de juin, tout le monde sait qui c'est, de toute façon. Ça voudrait dire que le Goncourt a distribué à un écrivain, c'est quand même, ça serait bien, ça serait nouveau. Oui, ça, il comptait pas trop. Bon, en tout cas, on sait que vous l'aurez pas. Ah, mais je suis pas sur la liste, moi, même aussi, elle est. Oui, mais justement, en n'étant pas sur la liste, on a peut-être ses chances. Alors, ce que j'aimerais, Jean Raspail, c'est que on essaye de parler, je disais donc, non, moins du livre en lui-même, moins de ce qu'il raconte, encore que ce qu'il raconte est suffisamment connu aujourd'hui pour que on puisse le répéter sans déflorer le sujet. Il s'agit du sacre d'un jeune roi de nos jours, c'est-à-dire aujourd'hui, un jeune homme qui s'appelle Pharamond. Philippe Pharamond, de son prénom, enfin de ses multiples prénoms, devient roi de France, de par la grâce de Dieu, par un sacre clandestin en quelque sorte. Clandestin, presque secret. Secret à Reims. Et personne ne le sait, puisqu'il y a 4 personnes au sacre, un vieux cardinal. Il n'y a pas de foule, il n'y a pas de troupes massées, il n'y a pas de sonnerie de cloche, pas de coups de canon, et pas de sonnerie de clairon, ni de battement de tambour. C'est donc un sacre, un véritable sacre, mais qui est en dehors d'une prise de pouvoir réelle. Voilà. Alors, on dit il y a une tradition qui dit qu'un livre est tout entier dans sa première et sa dernière phrase. Ah, j'ignorais ça. Oui. Moi, j'ai toujours fait ça, ce qui consiste à ouvrir un livre, à lire la première phrase et la dernière, et à réfléchir ensuite pour savoir si j'ai envie de lire ce qu'il y a entre les deux. Alors, on va donc faire ça, donner la première phrase et la dernière, et vous allez voir que c'est absolument extraordinaire parce que ça vous oblige à lire le livre. Je le dis parce que c'est la vérité. Ce 21 janvier de l'année 1999, dernière année de ce siècle, le vent soufflait en rafale d'ouest. On est tout de suite dans l'ambiance. Et la dernière phrase, comment ne pas lire un livre qui se termine comme ça? Ainsi commença son long voyage. Terminer un livre, achever un livre par une phrase qui commence un voyage, je trouve que c'est plus que beau. Mais ce livre est un livre étrange. Parce que il est dans la tradition des Raspail, enfin dans la tradition d'une certaine veine de Jean Raspail, et il est surtout comme l'écho de livres déjà écrits. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au fond, vous avez pris votre élan avec d'autres livres pour arriver à ça. On a l'impression que c'est l'aboutissement d'une maturation, d'un mûrissement, et d'une espèce de, comment dire, d'épurement ou d'appurement de la pensée. Alors, je vous écoute parce que quand j'ai écrit ce cire, j'ai pas pensé à ça, en réalité. Et c'est maintenant que je me rends compte que ce que vous venez de dire, Serge Beckett, c'est la vérité, je m'en suis rendu compte après. Et puisqu'on est sur une radio où je ne compte que des amis et qu'il n'y a pas 14 millions d'auditeurs, c'est-à-dire que les confidences que je pourrais y faire ne relèvent pas du showbiz ou de la publicité personnelle, mais plutôt de conversation amicale. Je pourrais dire qu'en plus, c'est le premier livre dans lequel je me suis enfin retrouvé. À 66 ans, je me trouve. Ça y est. Et c'est vrai que quand vous parlez d'élan, que ce livre est déjà contenu en partie dans d'autres, c'est vrai. Et cette fois-ci, dans la mesure où j'ai pu trouver quelque chose dans mon existence d'écrivain, ça y est, je l'ai trouvé dans ce livre-là.
J'en écrirai pas de comme ça d'ailleurs, hein. Mais j'ai trouvé dans ce livre-là. C'est vrai. Il faut espérer. En plus, ça m'a moi-même éclairé et libéré d'une certaine façon. Il y a des problèmes de foi qui s'y trouvent contenus, il y a des problèmes d'espérance, il y a des problèmes, disons, politiques aussi, plutôt des problèmes de société. Moi, j'ai trouvé mon chemin, là. Ah, je crois que le problème politique est essentiel, non pas le problème de la petite politique, non, mais la politique de la cité, c'est-à-dire, en réalité, la gestion de la vie. La gestion inspirée de la vie, c'est le sujet de ce livre. Au fond, ce livre pose d'une façon lumineuse la question du caractère sacré du pouvoir. Et non seulement du caractère sacré du pouvoir, ça bien entendu c'est le sujet du livre, mais aussi de la présence quand même du sacré dans la vie d'une nation. Il n'y a pas que le pouvoir, il y a aussi, comment dirais-je, cette vie collective d'une nation, ce qui fait un tout, ce qui fait une âme, une nation, normalement, une vraie nation, elle a une âme. Alors le drame de la nôtre, c'est qu'elle n'en a plus, n'est-ce pas? Et le sacré est complètement évacué, non seulement sacré, mais certains goûts du surnaturel, du dépassement de certaines choses, de sensations qui ne sont pas uniquement des sensations au ras de l'économie, de la gestion, et même que je dirais même de certains sentiments politiques un peu plus élevés, mais pas assez élevés encore pour atteindre cette notion du surnaturel et du sacré dans la vie de la nation. Et ce qui me plaisait chez les rois, voyez-vous, Beckett, je suis moi devenu royaliste par raisonnement, avant de l'être par sentiment. Maintenant, je le suis par sentiment, n'est-ce pas? Bien entendu, étant romancier, c'est quand même une sorte de royalisme un peu romantique qui est le mien, naturellement. Mais auparavant, c'est par raisonnement. J'ai pas trouvé d'autre système. J'ai pas vraiment réfléchi à chercher un système. C'est pas mon métier, à moi, de chercher des systèmes de gouvernement, hein. Pas du tout. Mais ma petite réflexion m'a conduit à trouver que c'était le seul système qui rendait d'abord le sacré dans le pouvoir et qui rendait aussi le sacré dans la vie de la nation. Voilà. Je pense que un écrivain devrait être par obligation professionnelle royaliste. En sens que d'abord il devrait être croyant et ensuite il devrait être royaliste. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'authentiques écrivains qui ne soient pas incroyants, qui ne soient pas croyants, qui ne soient pas un croyant, c'est ça que je veux dire. Et il ne peut pas y avoir d'authentiques écrivains qui ne soient pas au moins monarchistes. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain? C'est un créateur et c'est un homme qui dirige plus ou moins son livre et ses personnages, jusqu'au moment où ces personnages et l'histoire lui échappent. C'est-à-dire qu'il est exactement dans la position du créateur de Dieu, qui crée ces personnes, qui crée l'homme et qui lui donne le libre arbitre, autrement dit la liberté de vivre comme il veut et de faire avec ce qu'il veut. C'est pas bête comme description d'écrivain quand même, avec cette restriction peut-être que c'est vrai que tout écrivain, avec son pouvoir de création, est une sorte de petit démiurge qui crée des vies, qui les fait surgir, etc. Mais vous avez en plus peut-être, comment dirais-je, un phénomène de grâce. Je ne veux pas parler de grâce divine, encore que le mot à moi ne me fait pas peur. Enfin, il y a des gens qui peuvent très bien penser que la grâce divine, ça peut s'appeler autrement, n'est-ce pas? Quelque chose un principe supérieur, quelque chose qui vous vient d'ailleurs et qui ne vient pas uniquement de ce pouvoir de démiurge de l'écrivain. Alors là, il y a quand même deux séparations là-dedans. Les écrivains qui, une fois de temps en temps, je dis bien, pas à chaque livre, c'est pas possible, brusquement ont eu cette étincelle qui est vraiment ailleurs, qui vient d'ailleurs. Et je prétends, je crois, et je constate même, avec le recul, ce livre, je l'ai terminé il y a 8 ou 10 mois maintenant, avec le recul que cette étincelle est venue. Maintenant, on peut très bien écrire des livres sans l'étincelle de la grâce, ça n'est pas automatique, hein. Oui, c'est certain, mais les bibliothèques en sont pleines. Les bibliothèques oui, mais ça fait pas forcément de livres. Ça ne fait pas forcément de mauvais livres. J'entends bien. Pas forcément. Ce que je crois, c'est qu'un écrivain, quand il est inspiré, d'ailleurs, le mot est là, quand il a reçu le souffle de l'esprit, eh bien, il est un peu dans la situation du musicien. J'ai l'impression que les grands musiciens sont des gens qui ont un tuyau un peu plus long que les autres. Voilà, ce que je veux dire, c'est que la musique, je crois, existe de toute éternité. Et qu'elle est, suivant son degré d'achèvement,
elle est plus ou moins haut dans l'éther, en quelque sorte, et que un musicien qui a un très long tuyau, comme Mozart, par exemple, va prendre la musique dans ce qu'elle a de plus élevé, ou Bach ou Beethoven, et un petit musicien de chansonnette, un auteur de chansonnette, il a un tuyau un peu court, et il prend une musique qui est un peu lourde et un peu basse. Mais dans un livre, un écrivain, c'est pareil. Dans un livre, il y a surtout un livre, comme on dit, de sentiment un peu élevé, il y a une véritable musique. On entend quelque chose, naturellement, on n'entend pas des notes, on n'entend pas des sons, mais on entend véritablement quelque chose. Et ça m'arrive, moi, de poser ma plume et d'entendre quelque chose. Il se passe quelque chose que j'entends. Je ne pourrais pas décrire ce que j'entends. Ce pas des mots que j'entends. Ce sont des sensations qui peuvent être sonores d'une certaine façon. Alors, une question. Bon, il est très clair, et ce que vous venez de nous dire dans les premières minutes de cet entretien le confirme, que ce livre est un peu, au sens du compagnon, votre chef-d'œuvre. Il est très clair aussi qu'il est, au sens de l'alchimie, votre grande œuvre. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est un livre qui est l'aboutissement, je le disais tout à l'heure, d'une lente maturation qui s'est faite au cours des années, et que c'est un livre que vous êtes très fier d'avoir écrit, très, très heureux d'avoir écrit. Ça, c'est sensible. Certes. Parce qu'il est profondément vrai, profondément issu de vous-même. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est celle de la responsabilité de votre volonté là-dedans. Parce que, à quel moment le livre vous a-t-il échappé? Est-ce qu'il vous a échappé avant même d'avoir commencé à l'écrire, ou est-ce qu'il vous a échappé à mesure que vous l'écriviez? Non, à mesure. Non. En fait, il n'échappe pas totalement quand même. Sans ça, on n'est plus maître de ce qu'on écrit. Il faut toujours une vigilance. N'oubliez pas que dans l'écriture, il y a une vigilance absolue. Enfin, vous le savez, Serge, vous écrivez vous-même. Alors... Oui, mais moi j'écris des articles. Non, mais vous écrivez des livres aussi. Il y a une vigilance absolue qui consiste à contrôler quand même. Parce que il y a la technique du récit qui doit rester là, comme chez un musicien. Il peut pas s'échapper n'importe où, comme ça. Il y a la technique de la phrase musicale. Bon, il y a la technique de la phrase littéraire. Les livres, enfin, dans le cas particulier de Sirte, ça s'échappe pas à chaque fois. Mais il y a vraiment des moments où c'est vrai, on part. On part et on dit, d'ailleurs, moi ça m'arrivait, moi je travaille, voyez-vous, l'après-midi. Je travaille de 2h30 à 7h30. Tous les jours quand j'écris un livre. Hein. Bon. Eh bien, à 7h30, quand je vois que justement j'ai décollé, si vous voulez, et des pages que je n'attendais pas du tout. Quand je me dis à 2h30, j'attendais pas du tout ce que j'allais écrire, et à 7h30, le résultat n'était pas du tout ce que j'avais prévu ni voulu pour de bon. Et il m'est arrivé, avant mon whisky de 7h30, s'il vous plaît, eh bien, juste avant mon whisky de 7h30, de dire merci Seigneur. Ah. Puis après, je m'en tenais un bon whisky, à la gloire de Dieu. Donc, est-ce qu'un livre comme ça a une fonction sociale? Parce que on a dit au début que c'était un livre profondément politique, au plus beau sens du mot politique. C'est-à-dire c'est un livre qui apporte une pierre à l'édifice au moins du rêve d'une société parfaite. Mais est-ce que vous considérez qu'un livre comme ça a une fonction sociale, ou est-ce que vous considérez que c'est simplement une façon d'échapper, de sortir de la réalité? Parce que dans la dédicace que vous m'avez faite, vous avez dit pour changer d'air. Et c'est vrai que c'est un livre qui fait changer d'air, enfin plutôt qui apporte tout simplement l'air du grand large dans la vie quotidienne où l'air du grand large souffle pas beaucoup par les temps qui courent. Mais est-ce que ça va pas beaucoup plus loin en réalité? Normalement oui, mais ça dépend du lecteur. Hein. En fait, ça peut très bien être lu comme une sorte de grand dépaysement, de grand souffle d'air extérieur, de changement d'air justement, comme une sorte de triomphe du rêve pur. Et puis ça peut très bien être pris autrement. Moi je l'ai pris dans les deux sens. D'ailleurs ce livre est un mélange de différents genres. C'est ce qui en fait peut-être son originalité, mais aussi sa difficulté, et aussi d'ailleurs par certains côtés ses défauts, parce que j'ai mélangé tous les genres. Voilà. Là, il y a des appels, beaucoup d'auditeurs appellent déjà pour dire félicitations, merci, et pour poser des questions. Mais justement, le livre est sorti maintenant il y a 2 mois à peu près. Tout à fait, oui. 6 semaines. Donc vous devez commencer, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez des appels de libraires, enfin des lettres de libraires, vous devez commencer à avoir des réactions. Quelle est la nature de ces réactions? Comment le livre est-il reçu? En général, le livre est reçu comme, comment dirais-je,
ça provoque chez la plupart des lecteurs, enfin au moins ceux qui m'ont écrit, n'est-ce pas, une sorte d'extraordinaire soulagement en disant, mon Dieu, enfin il y a autre chose. Pas forcément le roi d'ailleurs, n'est-ce pas, mais il y a autre chose, il y a une notion d'espérance, il y a autre chose, voilà, c'est surtout ça. Et puis je me suis aperçu aussi dans les lettres que l'on m'écrit que le livre soulève une grande émotion. Et je lis naturellement toutes ces lettres attentivement, celles qu'on m'envoie, j'y réponds d'ailleurs presque toujours. Et de nombreux lecteurs m'ont dit vous m'avez mis la larme à l'œil à tel ou tel moment. Donc une grande émotion. Et c'est une grande fierté pour un écrivain d'être arrivé à toucher le cœur des lecteurs plutôt que simplement leur esprit. Alors pour l'anecdote, je voudrais dire qu'on reçoit un fax de la part d'un auditeur qui ouvre, et en le lisant tout à l'heure, je me disais ça va arriver, et c'est évident, qui ouvre l'éternelle et l'infermable polémique, monsieur, l'année 1999 ne sera pas la dernière année du siècle. C'est vrai. Répondons à cet auditeur que, oui, j'ai eu pas mal de quelques remarques comme ça. C'est vrai que l'année 1999 n'est pas la dernière année du siècle, je le reconnais volontiers, mais personne, ni mon éditeur Bernard de Fallois, ni les correcteurs, ni tous ceux qui l'ont lu avant de le publier, sont aperçus qu'en effet la dernière année du siècle c'est 2000. Oui, mais enfin c'est un vieux débat. Je crois qu'il y a eu je crois qu'il y a eu une page par mois dans Science et Vie pendant un an sur cette question. Quelle est la dernière année ou la première année du 19, la première année du XXe siècle, ou le premier jour du XXe siècle a-t-il été le 1er janvier 1900 ou le 1er janvier 1901? Il y a aussi une histoire de subjonctif qui a fait réagir quelques lecteurs. C'est la fameuse phrase des rois thaumaturges, des rois qui guérissaient. Donc très beau livre. Tout le monde sait, non mais tout le monde sait que les rois de France guérissaient des cruels. Alors Saint-Louis des centaines. Charles X, 2, et encore on ne sait pas s'il est là guéri pour de bon. Et la phrase, dans toutes les études historiques, les recherches historiques que j'avais fait, j'avais toujours trouvé cette même phrase, c'est « Le roi te touche, Dieu te guérisse », subjonctif. Alors je me suis fait engueuler par 2 ou 3 lecteurs qui m'ont dit « Mais c'était pas ça du tout, qu'est-ce que c'est subjonctif La vraie phrase, c'est « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Ah, j'ai refait des recherches, j'ai pas trouvé cela. Et Degnaud, Jean-François, qui est un de mes amis, et que pour très loin de nous d'ailleurs, par certains côtés, n'est-ce pas, m'écrit, je crois que c'est à la fin des Valois qu'on a transformé le présent d'indicatif en subjonctif, quand ça marchait parce moins bien. Oui, c'est ça, les Valois commençaient à moins guérir que les autres. Alors je regrette en effet, le roi te touche, Dieu te guérit, c'est mieux. Alors s'il y a un lecteur qui s'apprête à protester là-dessus, je lui dis tout de suite, mea culpa, en effet, il y a un subjonctif de trop. Alors ça fait plaisir à faire ça. Puisqu'on en est aux protestations, j'ai à vous transmettre la protestation d'un lecteur qui reste extrêmement interloqué à l'idée que des jumeaux monozygotes puissent être de sexe différent. Parfaitement. Alors ça, mon vieil ami, le professeur Wolf, de l'Académie française, qui est un charmant, et 2 ou 3 autres académiciens très férus de science, comme Lévi-Strauss ou d'autres, m'ont dit, je crois, mon cher confrère, que vous avez fait une erreur. Les jumeaux monozygotes ne sont que du même sexe. Et j'avoue, en effet, c'est vrai. Alors, je dois vous dire que ça n'est ni le professeur Wolf, ni aucune sommité de la médecine, c'est tout simplement ADG qui m'a dit, fait promettre à Jean Raspail qu'à la prochaine édition de son livre, il enlèvera ce monozygote superfétatoire. Voilà. Bon, ça c'est des petites plaisanteries, mais au fond, ça permet de rentrer dans le travail de l'écrivain, qui est un peu le sujet que je voulais évoquer avec vous ce soir, le travail ou la mission de l'écrivain. Et je trouve que dès le premier chapitre, il y a un détail, un aspect du livre qui ressort parfaitement et très très fortement, d'une façon qui annonce bien ce qui va se passer. Je vous posais tout à l'heure la question de savoir à quel moment le livre vous avez échappé, et vous disiez que en fait il n'échappe jamais vraiment à son auteur. Un livre n'échappe jamais vraiment à son auteur, et pour cause, autrement ça deviendrait échevelé.
Mais pourtant, il y a un moment où on sent que ce livre va prendre sa liberté, c'est dès le début, quand la jeune sœur du roi lit le testament de Louis XVI, qui est une espèce qui est un texte sacré, naturellement, un texte sacré de la tradition. Et en lisant ce texte sacré, par conséquent absolument intouchable, elle s'arroge le droit de le modifier. Vous avez raison, Serge, j'avais pas prévu ça. Et quand j'avais pensé qu'il fallait commencer par la lecture du testament du roi de Louis XVI, et c'est cette jeune fille donc qui le lisait. Et c'est vrai que c'est venu comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est venu comme ça. Les protestations de cette jeune fille qui trouve que Louis XVI, quand même, aurait pu éviter certains mots et qu'il faisait preuve de beaucoup trop d'humilité. D'humilité. Et elle arrive à prononcer ces paroles d'humilité, même celles qu'elle ne change pas, avec une telle autorité royale, puisqu'elle est la jumelle du roi, elle est en quelque sorte roi elle-même, que le prêtre qui assiste à ça lui dit: Marie, plaise à Dieu qu'au jour de votre mort vous ne vous présentiez pas devant lui en d'aussi abrupte disposition d'esprit. L'humilité du roi Louis XVI devrait au contraire vous inspirer. Elle l'a perdu, dit Marie. Alors ça, c'est un débat, il faudrait l'avoir avec l'éditeur de l'Œil, le patron des éditions de l'Œil, qui a publié beaucoup de livres sur Louis XVI et qui considère que Louis XVI est un saint, ce en quoi d'ailleurs il a probablement pas tout à fait tort, mais qui considère en plus qu'il est exonéré de toute erreur dans la façon dont il a affronté ces derniers jours. Alors l'idée que le roi a été perdu par son humilité le blesse profondément. Ça serait intéressant d'avoir son opinion sur votre livre. C'est le jugement de cette jeune fille sur son arrière-grand-oncle. Hein. L'écrivain a le droit absolu, et c'est vrai, de conférer à d'autres des opinions qu'il ne professe pas forcément. Je ne dis pas que je crois que l'humilité de Louis XVI l'a en partie perdue. Mais ça, c'est pas au moment des graves crises de 93 et de 92, c'est dès le début. C'est dès le début, n'est-ce pas? C'était un caractère comme ça. Bon. Mais à chaque fois qu'un personnage émet une opinion, c'est pas forcément l'opinion de l'auteur. Hein. Mais là, cette jeune fille, elle est partie toute seule, je veux dire. Oui, on sent que c'est un personnage qui prend sa liberté dès le départ. Complètement, oui. Alors, maintenant, il y a un gros travail d'historien dans votre livre. Et notamment, on en a parlé plusieurs fois, mais j'aimerais bien quand même que vous y reveniez rapidement, notamment des révélations, on peut dire, sur le destin de la Sainte-Ampoule. Oui, ça c'était pas très connu en effet, le destin de la Sainte-Ampoule. On ignorait complètement qu'elle était perdue. Moi je savais qu'elle avait été détruite sous la Révolution. Oui, si vous prenez le Grand Larousse, vous trouverez à la rubrique Roule, conventionnelle, etc., seront à Reims, je sais pas quoi, 93, pour détruire la Sainte-Ampoule. Donc ça c'est connu des gens qui savent. Ce que j'ignorais, c'était la suite. D'abord, il faut faire remarquer quand même avec cette histoire de Sainte-Ampoule que c'est quand même extravagant que des conventionnels qui croient plus à rien, qui trouvent que tout ça c'est des cucuteries et des bigoteries, des superstitions pour tromper le peuple, se mettent à y croire de façon si forte qu'ils envoient une mission spéciale pour détruire la Sainte-Ampoule, dont ils auraient dû logiquement se contrefoutre complètement, n'est-ce pas? Ça c'est quand même curieux, c'est là que deux fois, à contrario, c'est très évident. Mais c'est la suite de l'histoire de la Sainte-Ampoule qui est quand même très étonnante, parce que reconstituée plus ou moins pour le sacre de Charles X, on la perd de nouveau de vue, parce qu'on avait... Alors j'ai reconstitué tout ça grâce à l'archiviste, l'archevêché de Reims, qui est un brave saint homme qui s'appelle l'abbé Goua, qui je rends hommage à chaque fois d'ailleurs, je le dis dans la préface. Dans la préface, oui. Dans la préface, on avait perdu complètement la Sainte-Ampoule parce que au moment de la séparation de l'Église et de l'État, le cardinal archevêque de Reims a cru qu'on allait faire le même coup. Et que l'État allait s'emparer de la Sainte-Ampoule, comme s'est emparé de la totalité de nos églises, nos cathédrales, nos évêchés, des trésors, etc., de tout, n'est-ce pas? Et il a quitté la cathédrale de Reims
chassés comme beaucoup d'ecclésiastiques à cette époque-là par la troupe, et avec la Sainte-Ampoule cachée dans sa poche. Alors à partir de ce moment-là, on la perd complètement de vue. Et puis comme après la guerre, les évêques commencent à se contrefoutre des symboles, jusqu'à s'en contrefoutre totalement à partir de 62-63, n'est-ce pas? On la perd complètement de vue et on la retrouve, enfin le contenu, le crème, le baume, hein, on la retrouve dans un petit flacon de pharmacie, bouché à l'aimerie, abandonné dans le fond d'un coffre-fort de l'archevêché de Reims, où elle se trouve toujours. Et hier, il se trouve... Et je savais que l'archevêque écoutait, et j'ai adjuré comme ça à l'archevêque, je lui dis, c'est pas possible, monseigneur, vous pouvez pas laisser ce baume qui a permis de sacrer tous les rois de France sauf 3, n'est-ce pas? Vous pouvez pas le laisser comme ça, comme un objet abandonné au fond d'un coffre, vous devez le sortir, vous devez le mettre dans un tabernacle scellé ou quelque chose sur un autel latéral de la cathédrale avec une lumière qui brille jour et nuit. Alors je sais pas ce qu'il en fera. Le retour des symboles. Pour le moment, le symbole est complètement abandonné. Il est peut-être plus à l'abri dans un coffre-fort, à l'abri de la folie parce des que temps. Vous croyez que la République irait s'emparer de la Sainte-Ampoule? Ou pas forcément la République, mais je crois que un certain nombre de timbrés qui polluent cette époque sont parfaitement capables de faire un geste symbolique. D'accord, mais enfin il pourrait être enfermé de façon digne. Oui. Là, il est vraiment abandonné. Je vous rappelle, Jean Raspail, que le 21 janvier 89, avec d'ailleurs un sens très sûr des anniversaires, une poignée de crétins communistes, si vous me passez le pléonasme, sont allés égorger un cochon, enfin verser du sang de cochon sur la pierre sacrée où se trouvait l'échafaud. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des imbéciles. Oui, mais c'est ce que je dis. Donc ils seraient parfaitement capables d'arriver avec un marteau. Je vois très bien Jean Edernalier, par exemple, tout à sa folie républicaine, aller défoncer l'ostensoir à coups de marteau. Il faut s'attendre à tout. Alors, je donne la parole aux auditeurs, puisque malheureusement, vous ne pouvez pas rester beaucoup plus longtemps avec nous. Non, je peux encore rester 10 minutes. Je suis obligé de vous libérer dans 10 minutes, mais pas avec notre plaisir, ça on vous verra partir avec regret. Un auditeur pose une question, ou plutôt lance une affirmation qu'il vous demande de commenter, et qui est intéressante. Les romans, dit-il, envahissent l'histoire, on ne sait plus ce qui est vrai ou faux, le roman pollue l'histoire, qu'en pensez-vous? Ah, c'est pas bête comme réflexion. Quand il s'agit du roman historique, oui, ça c'est pas bête. Je vois très bien ce qu'il a voulu dire. Parce que c'est vrai que quand on fait intervenir des personnages historiques ou des faits historiques à l'intérieur d'un roman, c'est vrai que le lecteur ne sait plus très bien ce qui est faux ou ce qui ne l'est pas. Mais il faut quand même, quand on écrit un roman comme le mien, par exemple, qui n'est pas du tout un roman historique d'ailleurs, mais qui fait appel à des faits historiques, notamment le sac des tombeaux de Saint-Denis et l'histoire de la Sainte-Ampoule, parce que c'est dans le droit fil de l'histoire que je raconte, il est bien évident que le lecteur peut être troublé en se disant, mais est-ce qu'il invente, est-ce que c'est vrai? Pour ma part, c'est toujours vrai. Il me semble que dans la préface, pour ce qui concerne la Sainte-Ampoule, en tout cas, non pas la préface, mais l'avertissement que j'ai écrit au début de ce livre, je spécifie bien que toute cette histoire de la Sainte-Ampoule est parfaitement véridique. Oui. Voilà. Alors, à ce lecteur, je dirais aussi que l'affaire du sac des tombeaux, si je le fais passer par mon propre style, qui est assez d'indignation d'ailleurs dans le cas présent, c'est basé sur des documents historiques, il n'y a pas une virgule à changer. Mais je comprends très bien sa réaction. C'est Alexandre Dumas qui disait on a le droit de violer l'histoire pourvu qu'on lui fasse de beaux enfants. Oui, ça je suis pas tout à fait de cet avis-là. Quand même, les trois mousquetaires. Oui, mais ça c'est, lui, c'est les plus beaux enfants de l'histoire. Sur le terrain sur lequel je m'avançais, les tombeaux des rois et la Sainte-Ampoule, je pouvais pas faire de l'Alexandre Dumas. Hein. Alors c'est le roi Charles X, confirme un auditeur, qui a mis le subjonctif à la phrase que les rois prononçaient en touchant les malades pour les guérir des écrouelles. En fait, c'est sans doute parce qu'il n'y croyait pas lui-même, ajoute cet auditeur. Oh, les Bourbons, ils croyaient plus beaucoup, oui. Et ben, on a vu ce que ça leur a rapporté. Alors là, une question tout à fait passionnante, qui est au fond la question que je voulais vous poser aussi. C'est un auditeur qui dit le choix du nom Pharamond dans Cire n'est-il pas une manière de clôturer l'histoire de France par analogie avec l'histoire de Rome qui débute avec Romulus et qui finit avec Romulus Augustus? Non, j'ai pas pensé à ça.
Moi, c'est l'idée que j'ai eue. Quand j'ai vu ce prénom, on a l'impression que c'est un point final. J'ai pas pensé à ça, j'ai plutôt pensé à un recommencement. Puisque Pharamond, on ne sait pas très bien s'il a existé. Hein. Oui, c'est un roi mythique. C'est l'ancêtre, c'était théoriquement, dit-on, le père de Mérovée, donc le grand-père de Clovis. On ne sait pas très bien s'il a existé. C'est Chateaubriand surtout qui a comment dirais-je, mis Pharamond à la mode. Il l'a inventé au sens d'invention d'un trésor. Nous irons combattre avec l'épée, enfin je cite de mémoire. Non, pour moi c'était plutôt un recommencement. On recommence tout à partir du premier. C'est pour ça que vous avez cité la fin du livre tout à l'heure, Serge. Vous avez dit ainsi commença son long voyage. Là-dedans, on peut mettre beaucoup de choses si on pense. Alors, il y a une autre question, toujours. Finalement, on est obligé de revenir au livre parce que c'est comme une espèce de trou noir. Il aspire toute conversation. Il y a une dimension, une pureté totale du jeune roi qui apparaît dans cette clairvoyance qu'il a et qui est la clairvoyance on dirait des anges plus que des saints d'ailleurs. Il y a un côté angélique, à la fois dans son aspect physique et dans sa pureté totale. Clairvoyance qui lui permet de se lever au moment de la communion dans une messe en disant « N'y allez pas, messe sacrilège », car il a senti que le prêtre qui célébrait était en état de péché mortel. Mais la contrepartie, on comprend très bien la nécessité romanesque de cette pureté absolue, mais la contrepartie, c'est qu'on se demande quand même comment un être aussi désincarné va pouvoir engendrer une nouvelle dynastie, ou poursuivre en tout cas la dynastie. Ah, vous voulez dire comment il pourrait se comporter comme tout individu mâle et faire des enfants et femmes? Il le fera certainement plus tard, mais rien n'empêche la pureté de l'adolescence. Mais il semble tellement détaché totalement détaché de cette contingence. C'est vrai, mais il remplit un rôle particulier dans le livre, n'est-ce pas? Au fond, je ne me suis pas attaché à savoir connaître son caractère. Il remplit un rôle particulier. Il est le symbole lui-même. J'ai pas été plus loin. J'avais pas besoin d'aller plus loin. Il fallait qu'il soit totalement pur, comme le chevalier, si vous voulez. On a doublé les chevaliers à 14 ans, au Moyen-Âge, à 15 ans, dans une totale pureté. Alors d'ailleurs, chaque personnage, au fond, le personnage du roi est un personnage splendide, c'est un personnage, mais comme je le disais, qui est désincarné, et en réalité, si vous me permettez de dire ça, c'est pas le personnage le plus intéressant. Un des personnages les plus intéressants, un auditeur nous en parle, c'est le ministre que vous avez appelé Rotz, et dont cet auditeur demande si on pourrait pas l'appeler Jox, mais ça je crois que c'est laissé à la libre pensée, à la libre... Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, chacun fait... On peut accrocher n'importe quelle bobine au personnage, mais le personnage est complètement fascinant dans ses ressorts-retors. Oui, mais c'est... Alors, qu'est-ce qu'il incarne pour vous? Qu'est-ce qu'il représente ce curieux bonhomme? Il représente la méchanceté totale touchée par la grâce. Puisqu'il est retourné, n'est-ce pas? Et il est terrassé, si vous voulez, par une intervention divine. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas, oui. C'est ce qui est très... au début, il est le seul, donc il a des prédispositions à cette élévation énorme de la pensée, alors que il est le seul à comprendre que le retour de ce pauvre petit Philippe Pharamond qui n'a aucune importance, que personne ne connaît, qui demande rien du tout, qui va simplement à Reims pour rétablir un symbole, donc qui n'est un danger pour personne ne le connaît, tout le monde l'a oublié. Il est le seul à comprendre que c'est le retour du sacré, et que le retour du sacré peut menacer le système dans lequel nous vivons. Il est seul à comprendre ça. Alors au début, il le combat et après il est retourné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est assisté dans son combat par un personnage qui est passionnant aussi, qui est cet ancien jésuite devenu flic de basse police, des RG, mais des RG les plus crapuleux. Ça, c'est le côté roman d'aventure aussi. Oui, alors là, on est tout à fait dans Alexandre Dumas. Jean Raspail, je sens que je suis obligé de vous libérer. Un auditeur demande si vous voulez bien raconter de nouveau l'anecdote du prince Charles pour ceux qui n'auraient pas été là ce matin. Est-ce que vous avez le temps de le faire? Oui, je l'ai raconté, mais je l'ai raconté assez ce matin. Je l'ai raconté. Oui, c'est ce qu'il me dit, mais pas. Moi, je veux bien. Elle est très intéressante. Il s'agit de la monarchie britannique, n'est-ce pas? Alors, je rappelais qu'il y a quand même, je crois, 7 monarchies. Il y a plus de monarchies en Europe que de républiques. Elles sont ce qu'elles sont, mais enfin, ce sont des monarchies. Hein.
Et je racontais que j'avais regardé l'émission où Madame Sinclair recevait le prince Charles d'Angleterre. Bon. Et à un moment, Madame Sinclair dit au prince Charles, enfin, monseigneur, qu'est-ce que ça peut bien signifier une royauté, enfin, en 1991, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça signifie, ne trouvez-vous pas que, etc., c'est démodé. Et à ce moment-là, il y a eu un petit moment de silence. Le prince est devenu assez grave et sourit en même temps, et il a dit, Madame, il ne faut pas oublier que dans la royauté, et en tout cas dans la royauté anglaise, il y a un principe sacré qui est peut-être de nature divine. Pointe à la ligne. Alors moi, j'étais dans mon fauteuil, j'étais en train d'écrire Sire, justement, pour ça que je voulais voir ça, je me suis levé, devant ma télé, j'ai fait merci monseigneur et je me suis rassis. Voilà, comme quoi il y a quand même des gens qui peuvent dire des choses, voilà. Alors, très vite, d'autres avis d'auditeurs. Une auditrice nous dit, une admiratrice de Jean Raspail nous dit que le drapeau de Patagonie a flotté cet été sur les Alpilles, et pas seulement sur les Alpilles, il a flotté dans bien d'autres endroits. Un auditeur demande si vous avez connaissance du livre de l'abbé Gouin, Ordre pour oindre et couronner le roi de France. Bien sûr, il est cité dans la préface. Est-ce qu'on peut le trouver? Oui, on peut le trouver à la cathédrale de Reims, en tout cas, où on écrit à l'abbé Gouin à l'archevêché de Reims. Alors après, des questions trop longues, malheureusement, pour que vous y répondiez ce soir. Par exemple, peut-on imaginer un régime de droit divin dans un pays où les chrétiens sont minoritaires et par quels moyens y arriver? On pourrait peut-être en parler longuement à notre émission. Eh bien, écoutez, vous invitez quand vous voulez, Jean Raspail. Merci d'avoir passé ce trop court moment avec nous. Et puis, si on veut vous retrouver, je crois que c'est extrêmement facile, on va dans n'importe quelle bonne librairie et on demande Sire, roman de Jean Raspail, publié aux éditions de Fallois, Paris. Et on peut passer quelques heures en votre compagnie que je qualifierais de délectable. Merci mon cher Jean Raspail, à bientôt, j'espère, pour répondre à cette importante question. C'est musique de circonstance, puisqu'il s'agit de la suite de la musique pour les feux d'artifice royaux. J'ai un problème ce soir, je boule tout. C'est l'ouverture même de la suite de la musique pour les feux d'artifice royaux du camarade Handel, Georges Frédéric pour les dames. Je vous signale, parce que Philippe Varlet vient de m'en faire la confidence, qu'on trouve ce disque compact, ou ce compact disque, comme vous voulez, dans un magasin de grande surface qui est à Ivry, dont je vais dire le nom puisque c'est vraiment de la publicité gratuite, ça s'appelle Carrefour, et ça vaut 8 francs. Je me demande comment ils s'y retrouvent. À mon avis, ils perdent sur la pièce et ils doivent gagner sur la quantité. C'est probablement quelque chose comme ça. Oui, qu'est-ce que vous voulez nous dire, Madame Victoria, de votre organe flûté? Vous écoutiez Radio Courtoisie sur différentes fréquences, mais c'est peut-être pas la peine de les répéter. Comment c'est obligatoire? C'est le nom qu'il faut dire, c'est pas les fréquences à tous les coups. Vous écoutez Radio Courtoisie, puisqu'elle veut pas le dire. Mais je veux bien. Alors, Chartres, 104 MHz 5, Le Mans, 98.8, Cherbourg, 87.8, Caen, 106, Le Havre, 101.1, et bien entendu Paris, 95 MHz 6. Et je me permets d'attirer votre attention sur le fait que le 7 novembre prochain, jour béni, vous y serez, mon cher Valorant de Saint-Just. Bien entendu. Voilà, donc Jean Raspail sera là, Valorant de Saint-Just sera là, et d'autres encore dont je garde le nom secret. Il y en a un, par exemple, dont le nom commence par un L et finit par un N. C'est un nom en 2 mots, je n'en dirai pas plus, qui sera là le 7 novembre parmi nous. C'est très bien. C'est une surprise. Alors donc, ce 7 novembre, qu'est-ce qui se passe? C'est la fameuse fête de la langue française. La fête de la langue, mais pas de la courtoisie aussi, mais pas de la gastronomie, c'est ça que je veux dire. Mais non, sabotez pas, allons. 4e anniversaire de la première émission en direct de Radio Courtoisie, le 7 novembre à 20h à la Mutualité. Et le prix du couvert est 250 francs, 200 francs pour les adhérents. Et vous êtes très 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 gentil si vous réservez le plus vite possible pour éviter tous les ennuis de dernière minute avec les grèves des PTT qui s'annoncent. Donc vous envoyez votre chèque tout de suite, nous vous retournons avec une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse, et nous vous expédions aussitôt votre ticket d'entrée. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Alors le prix du triangle est de 250 francs. Je dis le triangle parce que c'est comme ça que les francs-macs appellent le prix les repas maçonniques quand on paye, c'est le triangle. Et à propos de francs-macs, j'ai lu un truc très très drôle aujourd'hui. Vous savez, je vous ai déjà dit
je vous ai déjà fait une petite confidence, je fais partie d'un très petit nombre d'élus, enfin d'élus, non, de privilégiés, parce que Dieu sait que j'ai jamais été élu par personne, donc un tout petit nombre de privilégiés qui reçoivent une chose formidable qui est faite par monsieur Fraisse, qui est un militant du Front National, c'est la revue de presse réservée au cadre du mouvement. Et alors, donc tous les jours, il y a des photocopies de tous les articles dans lesquels il est question du Front National. Alors là, il y a un truc qui est absolument rigolo. Fraisse il aime bien s'amuser à ce genre de choses de temps en temps, et il a rapproché 2 articles. Alors voilà, il y a un article qui est paru dans La Croix et un autre article qui est paru dans La Croix, du même jour. Alors dans l'un, vous lisez « Chrétien franc-maçon, Michel Barra, grand maître de la Grande Loge de France, lance un appel à la fraternité. » Poilonné, bien entendu, ça va sans dire, mais enfin je préfère le dire quand même. C'est intitulé « Un même combat pour l'homme ». Combat, c'est en un seul mot, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une définition du patron. Alors, il y a un beau portrait de Michel Barra qui ressemble très exactement à ce qu'il est, et qui dit la chose suivante. Michel Barra, donc, c'est le grand maître de la Grande Loge de France. Il dit « Soutenir Le Pen et appartenir à la Grande Loge est moralement incompatible. » Et il ajoute, parce que c'est un crétin monolithique parfait, c'est comme si on demandait à un évêque d'approuver la prostitution. Je vois vraiment pas ce que ça a à foutre là-dedans. Est-ce que c'est la Grande Loge qui est la grande prostituée et Le Pen qui est assimilé à un évêque? C'est la seule explication que je vois. Mais enfin, ce monsieur qui est un grand tricoteur de métaphores, là, s'est pris les pieds dans sa plotte et il s'étale joyeusement. Alors donc, vous voyez, soutenir Le Pen et appartenir à la Grande Loge est moralement incompatible. Moralement incompatible, attention, hein. Il parle moral, monsieur Michel Barra, quand on s'appelle Barra, enfin, donc voilà, c'est moralement, et dessous, dans La Croix, il y a un autre article qui montre que ces gens-là ne sont pas du tout obsédés, vous voyez, monsieur de Courtrai, non, pardon, il y a Mgre, donc Mgre de Courtrai réprouve le mot invasion. Alors je vous signale que maintenant c'est Strengtverboten, invasion. C'est un mot que vous n'avez pas le droit de dire, monsieur l'évêque l'a excommunié. Et alors il dit, peut-on être à la fois chrétien? Alors on lui pose la question, peut-on être à la fois chrétien et adhérer à l'idéologie du Front National? Sûrement pas, a répondu Mgre de Courtrai. Tel ou tel discours me paraît contraire absolument à l'esprit chrétien. Je vous rappelle quand même que Mgre de Courtrai, qui est primate des Gaules, quand il y a eu le vote à l'Assemblée nationale qui a légalisé l'avortement, et qui vaut excommunication, je le signale au passage, pour tous ceux qui ont participé à cette loi, qui l'ont présentée, qui l'ont votée, qui l'ont approuvée, qui l'ont appliquée, ils sont tous excommuniés. Mgre de Courtrai, il n'a pas ouvert son claque machin, il n'a rien dit du tout. Il était malade, oui c'est ça, il avait mal à la gorge. Donc à l'époque on l'a pas entendu. On avait beau prêter une oreille extrêmement attentive, moi j'ai écouté, j'ai jamais rien entendu. Aucun évêque n'a fulminé la moindre excommunication contre les avorteurs, contre les parleurs menteurs avorteurs. Mais contre le Front National, bon, ça tombe comme à Gravelotte. Donc, au fond, si vous êtes au Front National, vous n'avez pas le droit d'être franc-maçon. Ça encore, ça peut passer. Mais vous n'avez pas le droit non plus d'être chrétien. Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'on a le droit d'être musulman? Voilà, je pose la question. Hein? Ce sont des insultes terrifiantes de la part de ces personnages. Non mais, c'est un vieux truc, ça. On connaît la haie de Courtrai, nous prend pas pour des pommes, on connaît la combine. Vous avez fait le coup. Contre le mouvement rexiste à l'époque, oui. Au moment, la veille des élections en Belgique, oui. Alors que le mouvement Rex allait écrabouiller littéralement les autres partis qui étaient déjà à l'époque des socialistes voleurs, corrompus, prévaricateurs, si vous me passez cette série de pléonasmes, la veille des élections, alors que la campagne était fermée, le primate de Belgique avait excommunié le mouvement. Et naturellement, les Belges catholiques ont été pris, à l'époque, ça avait de l'importance ce que disaient les évêques. Maintenant, tout le monde s'en fout. Il y a que les juifs qui s'intéressent à ce que disent les évêques. Quand c'est de Courtrai qui parlent, il y a vraiment plus qu'eux pour s'intéresser à ça. Et donc, à l'époque, ça avait provoqué l'échec de la campagne. Et après, ils ont recommencé avec l'Action française. Quand l'Action française a commencé à relever ce pays de ses cendres
Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait les évêques? Ils ont excommunié la nation française. Donc on connaît vos histoires, mais maintenant vous perdez votre temps, Greux de Courtrai, parce que les gens se foutent absolument de ce que vous pouvez dire. Je pense profondément, et d'ailleurs ils ont bien raison. Il y en a qui ne s'en foutent pas, c'est ceux qui sont au Front National et qui sont chrétiens ou qui sont catholiques. Ah, je me tamponne absolument de l'opinion de Monsieur de Courtrai sur mon état de catholique. Alors vraiment, je considère qu'il est totalement infondé. Pas sur ton état de catholique, c'est dans sa bouche, c'est une insulte, et être insulté de cette façon-là, enfin moi ça me fait ça me donne des démangeaisons. Oui, bah, moi, il y a tellement longtemps que je suis démangé de ce côté-là que pratiquement, c'est comme si c'était rien. Mais je tenais quand même à se dire que maintenant, pratiquement la seule chose qui est interdite en France, c'est d'aimer la France. Vous avez le droit de tout faire, mais si vous dites que vous aimez votre pays, alors là, ça va plus du tout. Même les évêques se foutent en colère. En revanche, quand vous montrez un curé et une bonne sœur en train de s'embrasser goulûment sur une affiche, de Courtrai, on l'a pas entendu, là. Moi, j'ai beau prêter l'oreille encore une fois, j'écoute. Rien. Allô, de Courtrai, vous avez quelque chose à dire? Nietzschevo, nada, rien, silence de mort. Le silence éternel des espaces infinis m'effraie, aurait dit notre bon camarade Pascal. C'est bien Pascal, oui. Je me gourre toujours avec Descartes. Non, c'est Pascal. C'est Pascal, bien sûr. Alors, en l'occurrence, la faute est grave de Courtrai. Son silence a été pesant, puisque, Maître Valgrand de Saint-Just, c'est pour ça que vous êtes là ce soir, le président du tribunal de Paris a débouté la griffe de sa demande d'interdiction de l'affiche de Benetton, présentant un prêtre et une religieuse catholique s'embrassant sur la bouche. Le magistrat dit ceci, c'est quand même très intéressant, je vais vous demander de commenter cet arrêt, en toute, liberté. C'est à juste titre que la griffe fait valoir le caractère provocant et agressif de telles affiches, qui peuvent être de nature à heurter les catholiques dans leurs sentiments religieux. Alors, ça c'est quand même formidable. Quand on entend ça, on se dit, bon bah ça y est, on a gagné. Ouais. Cependant, ajoute le magistrat, la griffe, qui est seule à agir, n'établit pas en l'état que cette publicité s'analyse manifestement en un acte caractérisé de, ouvrez les guillemets, racisme antichrétien, fermez les guillemets, alors que les statuts de la griffe visent la lutte contre le racisme antichrétien. Le juge reconnaît la justesse de la protestation de la plainte de la griffe, mais il a été ébranlé par le fait que la griffe est seule. Autrement dit, si un évêque, un seul, si de Courtrai par exemple, au lieu de venir s'occuper de l'appartenance politique des chrétiens, avait dit, dites donc, cette affiche n'est pas tolérable, et bien M. Benetton, il était condamné à retirer ses affiches. Mais comme M. de Courtrai était en train de s'occuper de savoir si on pouvait être à la fois ci et ça, et pas ci et pas ça, etc., il avait autre chose à faire, il n'a pas vu l'affiche, il ne doit pas regarder dans la rue souvent, et donc il s'en est pas occupé. Et le résultat, c'est que le tribunal dit, écoutez, je peux pas être plus épiscopal que les évêques, puisque les évêques ne voient pas malice à ce qu'on montre les ébats d'un curé et d'une bonne sœur dans la rue, je vois pas moi de raison de condamner, d'autant que le caractère de racisme antichrétien de cette affiche n'est pas avéré. Entre parenthèses, d'ailleurs, je voudrais bien savoir à partir de quand il sera avéré le caractère de racisme antichrétien. Mon cher maître, quel sentiment et quel commentaire vous inspire cette affaire? C'est tout à fait ça. Ce qui peut être dit quand même au départ, c'est que la position de cette affiche par Benetton est tout à fait représentative de notre époque. Voilà une multinationale du vêtement qui vend des vêtements. Elle ne fait que cela. C'est vrai que Fripe et Fripouille, c'est la même origine. Ouais. Et ils ont un argent considérable. C'est effrayant ce qu'ils peuvent avoir comme argent. Ils ne savent pas quoi, à mon avis, ils ne savent plus quoi faire de notre argent. La famille Benetton ne sait plus quoi faire de son argent. On nous a dit que c'était une famille catholique et tout à fait traditionnelle. C'est ce qu'on nous a plaidé. Qu'est-ce que ça serait si ça n'était pas catholique? Oui, Monsieur Benetton, en Italie, Monsieur Benetton est catholique. Et alors, ils ont un argent fou, ils ne savent pas quoi en faire, et ils dépensent leur argent à faire de la pub pour toute autre chose que de la vente de vêtements. Et pour particulièrement des choses tout à fait provocatrices. La pub dans des journaux, c'est paru dans le Nouvel Obs. La pub, même à la radio, on éteint, etc., le bouton. Mais là, c'est plus que ça. C'est la pub 4/3 sur tous les murs de la ville, dans le métro. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. La volonté d'offenser est évidente. On ne peut pas l'éviter. On est obligé de rentrer dedans quand on se promène. On peut pas dire, tiens, il y a l'affiche là-bas, on va faire le demi-tour et puis un détour par l'avenue, je sais pas, pour pas rencontrer. Non, on est vraiment obligé d'être en plein dedans et de recevoir ça
dans la gueule. Donc ils font ça et ils ont expliqué ce qu'ils faisaient de façon, mais alors là tout à fait extraordinaire. Alors, tous les auditeurs le savent, mais on rappelle quand même qu'il s'agit d'un prêtre en soutane, en col romain et en chapeau romain. Il n'y a plus que, enfin les chapeaux romains, c'est vraiment devenu très rare. Et d'une religieuse en cornette, c'était les sœurs de Saint-Vincent de Paul qui étaient comme ça autrefois. C'était superbe, mais certainement enfin assez difficile à porter, qui s'embrassent, tu le disais Serge, goulûment, à bouche que veux-tu, sur 4 sur 3. C'est vraiment une volonté de provocation, parce qu'ils auraient pu montrer éventuellement un prêtre avec une femme qui n'aurait pas été une religieuse. Non, là c'est le prêtre et la religieuse qui sont donc, enfin bon. Et alors ils nous disent, cette affiche est faite pour faire sauter les tabous, pour briser les barrières entre les hommes, barrières qui ont été édifiées par les civilisations. Un présent a repris la phrase d'ailleurs et les a alignées formidablement. Bon, mais briser les barrières entre les hommes qui sont édifiés par les civilisations. Donc c'est Benetton, la barbarie comme objectif. Voilà, c'est ça. Benetton s'est donné comme mission, ce vendeur de vêtements, s'est donné comme mission d'essayer de faire tomber le tabou qui veut que les prêtres et les religieuses de la religion catholique restent chastes et a fortiori d'ailleurs restent chastes entre eux. Alors ça, pour Benetton, c'est un tabou. C'est une civilisation qui a élevé cette barrière entre les religieuses et les prêtres. C'est extraordinaire d'en arriver là. Ouais. Et il faut la détruire. De quoi s'occupe ce vendeur de Alors, je trouve qu'il y a une réflexion à poser, parce que la justice n'ayant pas voulu agir, alors que d'ailleurs, vous vous souvenez certainement qu'il y a quelques années, les mêmes Benetton avaient montré un jeune Israélite tenant dans ses mains une tirelire qui figurait le monde, voilà, en forme de globe terrestre. Voilà. Et cette affiche, elle est restée à peu près une demi-heure. Oui. Elle a été immédiatement retirée de la circulation, parce que là, on a considéré qu'effectivement, c'était du racisme anti-israélite. Et la communauté a dit, vous avez une demi-heure pour me virer cette saloperie, et mon vieux, on a obtempéré rapidos. Parce que là, on sait où sont les puissants. Et M. Benetton, à l'époque, avait probablement expliqué, d'ailleurs, qu'étant israélite, il voyait pas du tout le mal, j'imagine, parce que dans cette famille, ils ont dû s'arranger pour avoir un pied dans tous les camps. Comme ça, on est tranquille. Ce que je sais, quant à moi, c'est que je considérerais maintenant toute personne vêtue d'un vêtement Benetton comme un ennemi personnel. J'ajoute qu'il y a une petite chose amusante. Vous vous souvenez certainement que les frères Benetton ont été les mannequins publicitaires eux-mêmes pour une carte de crédit. Ah non, je me souviens pas. On voyait M. Benetton qui venait à la télévision pour expliquer que lui, il payait dans le monde entier avec la carte American Express. Eh bien, vous prenez votre carte American Express, vous mettez un coup de ciseau en travers, vous la mettez dans une enveloppe, et vous envoyez une lettre à American Express en disant, comme vous prenez des porcs pour faire votre publicité, je n'utiliserai plus votre carte qui est souillée par le mannequin qui l'a présentée. Voilà, je ne désire pas avoir le même moyen de paiement que M. Benetton. Eh bien, je vous garantis que si vous faites ça, vous allez voir que rapidement, les choses vont s'enniveler entre ces gens-là, entre les différentes tendances de cette famille intéressante. Caisse enregistreuse. Voilà. Moi, je trouve qu'il faudrait agir comme ça. Par exemple, c'est intéressant de regarder les émissions d'Anne Sinclair. Parce que quand vous regardez une émission d'Anne Sinclair, par exemple cette semaine, dans l'émission d'Anne Sinclair, où monsieur, le type dont je prononce pas le nom, là, l'espèce de petit bonhomme, donc dans cette émission, il a dit à un moment qu'il était allé à Moscou, et que à Moscou, il avait vu que les gens allaient beaucoup dans les églises, ce qui donnait l'impression de le choquer profondément qu'on puisse aller dans les églises, mais il a dit d'ailleurs, ils y vont pas pour prier, ils y vont parce que là, au moins, il y a quelque chose à bouffer. Alors, donc ça, vous avez parfaitement le droit de le dire. Naturellement, c'est pas non plus du racisme antichrétien. Non. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut prendre l'émission, vous la regardez, je sais que c'est un petit peu désagréable, mais à la fin de l'émission, vous avez ce qu'on appelle un écran publicitaire. Hein, et vous voyez que l'émission de Madame Sinclair est financée par les établissements Peugeot, Badois, les parfums Dior, McDonald's, marchand d'éponges trempées dans le jus de viande, et Fédéral Express et BNP. Eh bien, je vous signale que Peugeot, vous pouvez aussi rouler en Renault, que Badois, vous pouvez boire de la Vitelloise,
que les parfums Dior, vous pouvez vous parfumer avec, avec Flamme, par exemple, ou avec un produit d'une aussi bonne venue, puisque Flamme, c'est le parfum de Marie-France Tirbois. McDonald's, vous pouvez aussi